Bonjour Caroline, Bonjour. bienvenue sur ce podcast à destination de toute personne qui s'intéresse de près ou de loin à la démarche réflexive. Et si j'ai bien compris, ça tombe bien parce que tu t'y intéresses pas mal. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui est Caroline? Alors, je suis Caroline Bell, je suis enseignante en maternelle depuis 35 ans. J'habite à Nice et j'enseigne cette année dans une classe de moyenne section. Et dans mon parcours passé, j'ai été plusieurs fois, enfin, de nombreuses années directrice aussi. Et j'ai passé une certification, tenté une certification CAFIPEMF pour être maître formatrice. Et dans ce cadre-là, j'avais repris Master 1, Master 2, enfin deux Master 2 en réalité, parce que j'avais un cursus qui n'était pas, enfin, pas très classique. J'étais en classe prépa, puis ensuite j'ai passé le concours de l'école normale. J'avais envie de reprendre un petit peu des études universitaires pour aussi obtenir une forme de légitimisation, enfin, ce que je pensais avoir besoin. Et là, j'ai repris une classe à temps plein. Je me recentre sur l'enseignement uniquement. Alors, est-ce que, comme ma première question qui me vient à l'esprit, est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la démarche réflexive en raison de cette péripétie pour devenir maître formateur, ou est-ce que tu t'y intéressais déjà et tu l'expérimentais déjà avant ce moment-là? Alors, je l'expérimentais déjà avant parce que j'ai été une quinzaine d'années maître d'accueil temporaire. Donc, j'accueillais des stages au sein de ma classe. Et avant d'entreprendre la certification CAFIPEMF, j'intervenais déjà dans des animations pédagogiques au sein de ma circonscription. Mais c'est vrai que j'avais du coup envie de creuser un petit peu, de savoir comment accompagner au mieux les stagiaires et ensuite en me projetant dans le métier, comment accompagner mes pairs, les enseignants, dans la transformation, l'approfondissement ou l'appréhension de leur pratique professionnelle. D'accord. Donc, Mais c'est vrai avant. que du coup, le fait de m'engager dans cette certification m'a donné la volonté de reprendre donc un master 1, un master 2 sur Toulouse au BMSPI, qui a changé de nom maintenant, et un deuxième master 2 après conseil pédagogique et enseignement. Et je me suis beaucoup intéressée aux techniques qui pouvaient permettre de développer cette réflexivité chez les enseignants, notamment la scopie. D'accord. Donc, le point d'entrée, c'est cet intérêt pour la démarche réflexive, l'accompagnement des enseignants. Et si je comprends bien, c'est ce que tu m'avais dit il y a quelques temps en off, tout ce que tu as appris sur cet accompagnement à la réflexivité d'enseignants, tu essaies de l'appliquer dans ta salle de classe avec les petits. Alors, c'est pas forcément la même démarche, hein, puisque les petits vont pas s'observer eux-mêmes ou ils vont pas analyser leur. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a fait réfléchir sur, et nous en classe, comment on peut engager nos élèves à réfléchir aussi à leur pratique et à développer la métacognition, l'explicitation des compétences attendues, afin que ils puissent prendre aussi de ce qu'ils apprennent et qu'ils soient dans une démarche dynamique et volontaire et en même temps engager une plus grande motivation. D'accord. Ça tombe bien. J'allais te poser cette première question qui était quel intérêt de vouloir faire presque de l'initiation, de l'éveil à la démarche réflexive, à la métacognition dès la maternelle. Et là, tu me dis que c'est pour développer l'engagement et la motivation. Mhm. Alors, C'est vrai que sinon, les enfants ils ont l'impression de faire des activités. C'est-à-dire qu'on fait une activité, une autre activité, une autre activité, et ils ne construisent pas enfin, un fil. Ils n'ont pas la visibilité de ce qu'ils sont en train d'apprendre. d'accord. Et ça veut dire que même en moyenne section, à cet âge assez très jeune, ils peuvent ressentir, ils sont sensibles à cette visibilité et à cette cohérence entre les activités.
Mais même dès la petite section, parce que les enfants, quand ils arrivent en maternelle, à l'inverse parfois de quelques années plus tard, ils sont pour la plupart fortement motivés à apprendre et ils ont envie de devenir grands. Donc en s'appuyant sur le fait justement de devenir grand, de faire comme des grands et d'apprendre, souvent ils s'engagent facilement. D'accord. Ça, c'est intéressant. J'ai très très peu de souvenirs de ma moyenne section. Et donc, je pourrais pas te dire si à l'époque, je pouvais rechercher la cohérence dans ce qu'on me faisait Hein. faire. Ben, je J'ai pense des que flashs, c'est hein. normal, c'est le grand drame de ma vie d'enseignante, c'est que la mémoire au niveau du cortex préfrontal n'est pas mature à cet âge-là, donc ils oublient. Les premiers souvenirs qu'on a, on les a après vers 5 6 ans. Donc avant, voilà, on n'existe plus. Mais, on va dire c'est vraiment, alors, moi, je peux avoir des souvenirs de moments, que ce soit en petite ou moyenne section, mais c'est des moments très, très, très précis et je serais incapable d'expliquer pourquoi. Comme par exemple, ça peut être, je me souviens qu'en petite section, mon prof m'avait appris les couleurs par une espèce d'analogie, par imagerie mentale. Rouge comme une tomate, vert comme un sapin, jaune comme un citron. C'est trois trucs que je me souviens et je sais pas pourquoi. Donc il y a des choses comme ça. Ou alors en moyenne section, si je voulais aller jouer dans une pièce très particulière de la salle de classe, il fallait que j'enlève mes chaussures. Et je sais pas pourquoi. Donc, voilà, pour la petite parenthèse. Alors, si justement il y a un intérêt à les éveiller, à éveiller les petits à la démarche réflexive pour développer du sens et de l'engagement, une grande question, c'est comment on fait? Si justement tu dis que bah, un petit a des capacités d'abstraction beaucoup moins développées qu'un adulte. Alors comment est-ce Voire pas qu'on, du tout. voire pas du tout. Alors comment on fait pour créer une passerelle vers la métacognition? Alors, dès qu'il y a une nouvelle compétence qui est engagée, je la verbalise auprès des élèves, hein, je leur dis ce qu'on va apprendre. Au niveau de la répartition de ma classe, en maternelle, on travaille beaucoup. Après, moi, il m'est arrivé aussi quand j'ai eu un cycle 3 complet de travailler en atelier aussi comme en maternelle, c'était super intéressant. Et de fait, les enfants sont répartis dans ma classe dans des maisons, c'est-à-dire qu'il y a 4 feuilles de couleur accrochées au tableau et en fonction des compétences travaillées, sont dans une maison rouge, bleue, verte ou jaune. C'est flexible, hein, c'est pas des ateliers, des groupes qui sont pérennes en fonction des compétences. Les groupes peuvent varier. Et du coup, chaque groupe va travailler une compétence en particulier. Un groupe en autonomie avec moi, un groupe avec la SEM, et puis un groupe en atelier dirigé avec moi, un groupe avec la SEM en autonomie. Donc ça, c'est le fonctionnement assez classique de la maternelle. Et j'essaye de travailler une même compétence au sein des 4 groupes. Par exemple, on va dire, on va découvrir les lettres de l'alphabet ou on apprend les lettres de l'alphabet. Et à chaque fois, je leur dis, voilà, apprendre les lettres de l'alphabet. Aujourd'hui, on va travailler, je sais pas moi, les lettres avec des traits obliques. Et je leur fais se souvenir ce qu'on a fait, par exemple, en graphisme au préalable. Pourquoi on a appris à faire ces traits obliques? Parce que justement, ça allait nous d'apprendre à écrire certaines lettres. On explicite aussi le geste et on leur dit que justement apprendre à écrire les lettres, on va on en avoir besoin après, quand plus tard on va apprendre à écrire des mots, ensuite quand ils vont après changer d'écriture pour l'écriture cursive et ensuite apprendre à écrire les mots en attaché comme certains disent. Mais c'est vrai que du coup, c'est de leur dire si on s'entraîne, si on apprend à faire quelque chose là, à quoi ça va servir plus tard. Et j'explique aussi, parce que le lien avec les familles aussi, je pense que c'était peut-être une question plus tard, mais je veux faire le lien aussi maintenant. C'est important aussi parce que je dis aux enfants et aux familles que c'est ce qu'on apprend pour la vie et ça doit servir aussi en dehors. Il n'y a pas les apprentissages de l'école pour l'école et les apprentissages de la maison pour la maison. Je veux dire, il faut que les choses s'interpénètrent un peu. Ouais, une école de la vie. Alors, j'allais te poser, oui, j'allais y venir, mais je reviendrai après. Est-ce que là, en fait, ce que tu décris, c'est donc, je vais les mettre en petits groupes. Vous êtes combien par classe environ? Alors cette année, moi, j'enseigne en REP+.
Et Hmm. donc, du coup, j'ai 23 élèves, ce qui est confortable, hein. L'an passé, j'en avais 28 avec 2 niveaux. Cette année, j'ai 23 élèves avec un seul niveau. C'est bien. Donc, ça fait des groupes de 5-6 élèves, oui. Ok. Et donc, si j'ai bien compris, tu leur mets des tâches, tu fais beaucoup de régulation en expliquant pourquoi, en étant, j'imagine, la plus accessible possible, parce que ce qui me paraît toujours très difficile, et c'est ce que je trouve très impressionnant chez les enseignants du premier degré, plus que dans le secondaire ou supérieur, eh bien, moi, si j'ai un étudiant ne comprend pas, je vais essayer d'expliquer un concept par d'autres concepts. C'est-à-dire que quand je vais expliquer quelque chose, je peux quand même me cacher derrière un rapport à l'abstraction. Par exemple, Mm. si je devais expliquer le contrat social, je vais pouvoir faire appel à la notion de justice, à la question de droit, à la question de devoir, etc., etc. Je vais toujours être dans un certain niveau d'abstraction. Mais alors que ça, si je veux le faire avec des petits, mais je me suis dit, mais en fait, je pourrais pas utiliser l'abstraction pour expliquer l'abstraction. Et, et c'est là, Très compliqué. ben ouais. Et je me suis dit, mais alors en Parce que fait, l'abstraction, elle se construit, surtout notamment enfin, en mathématiques, parce qu'on se rend mieux compte quand on enseigne les mathématiques, c'est les enfants partent du. Ensuite, on peut travailler sur photo, ensuite sur des pictogrammes et enfin seulement sur de l'abstraction. Donc c'est vrai que l'abstraction se construit vraiment 5-6 ans. Avant, c'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que les enfants, mentalement, ils ont du mal à se représenter les choses aussi. Ça, c'est aussi un apprentissage que je fais en classe. Alors, je le fais de manière transdisciplinaire, hein. On peut le faire quand parce que c'est vrai que nous, dans le premier degré, enfin, on a toutes les casquettes, donc c'est peut-être plus facile aussi de construire les choses ainsi. Quand on doit imaginer le geste qu'on va faire et essayer d'imaginer son bras ou sa jambe qui va bouger, anticiper, faire verbaliser le geste qui va suivre, par exemple quand on fait une danse codifiée. Également aussi les après-midi de sophrologie, donc on essaye aussi de se créer des images mentales. Là, il y a un lien qui me vient. Il y a quelques années, Roland Guagou et d'autres, hein, parce qu'il ne travaillait pas seul, avec Sylvie Seb notamment, ont fortement travaillé sur la compréhension orale des textes écrits. Et de fait, ils se sont rendus compte, enfin les neurologues aussi se sont rendus compte qu'il y a des élèves qui ne se font pas d'image mentale. C'est-à-dire, on raconte une histoire et ils ne se font pas de cinéma dans leur tête, on va dire. Et du coup, c'est vrai que c'est aussi un apprentissage, c'est aussi un travail auprès des élèves d'essayer d'anticiper ou de voir dans sa tête ce qu'on va faire et ou une histoire qu'on raconte, par exemple. hmm. C'est super intéressant. Tu vois, je savais même pas que certaines personnes ne se faisaient pas d'image mentale par anticipation, entre guillemets, parce que je t'avais donné l'exemple des choses qui me revenaient de mes souvenirs, de mes quelques souvenirs en maternelle, et j'en ai eu d'autres aussi, notamment en sport, en l'équivalent du sport en grande section. Notre maître nous avait créé un parcours d'obstacles. Et à chaque fois, il nous expliquait que ici, vous allez passer dans le tunnel de la jungle, il fera sombre, mais faites bien attention, ne perdez pas de temps. Ensuite, vous montez il y a une espèce de bureau, vous sautez en prenant une corde, mais surtout, vous ne touchez pas par terre parce qu'il va y avoir des requins, ça va être de l'eau. Et il avait dessiné un requin. Et donc, dans ce moment-là, comme on était en file indienne, je me suis dit, ah oui, il faut que je fasse ça, ça et ça. Mais j'avais l'image, le système, enfin, la fonction d'imagerie mentale, elle était constamment là. Et c'était presque même un repère pour moi. Et donc, Mmh. toi, tu dis qu'il y a des personnes, ouais, qui ne le font pas Ouais. forcément. Alors, comment ils font? Moi, ça, c'est une bonne question. Après, c'est par rapport aux images mentales. Ce qui fait, moi, je sais que quand j'ai commencé à m'intéresser à cette question, hein, des images mentales, je, je me suis dit, tiens, et toi, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis rendu compte que, effectivement, moi, quand je lis un roman, je me fais très peu d'images mentales. Les images mentales, précises, elles sont assez floues et voilà. Parce que pour moi, c'est pas un support nécessaire. Je vais plutôt m'appuyer sur les mots que sur les images. Ce qui fait que
vont voir, par exemple, au cinéma, une adaptation d'un roman, certains sont déçus parce que leur film qu'ils se sont fait dans leur tête est trop éloigné de ce que l'on a fait. Moi, je suis rarement déçue parce qu'à chaque fois, j'accepte la vision de l'autre et ça ne me dérange pas. Et, voilà. Et j'ai découvert, pas moi qui ai découvert, mais j'ai lu récemment qu'il y a des personnes qui n'ont pas non plus de dialogue intérieur. C'est-à-dire que enfin, je ne sais pas si ça se verbalise comme ça, hein, ils n'ont pas de voix dans leur tête. Alors, je ne sais pas après comment eux, par quoi c'est remplacé, parce qu'ils pensent quand même, hein. Mais ça m'a interloqué. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Parce que là, on Un autre parle. problème aussi par rapport aux images mentales, c'est Ouais. la nécessité d'avoir suffisamment d'attention et de concentration. Parce que du coup, quand on réfléchit, quand on anticipe, c'est une démarche, c'est pas automatique. Je veux dire, il faut le vouloir d'essayer d'imaginer. Et certains D'accord. élèves sont déjà plus là, quoi. Hmm. Donc, si je comprends bien, au final, pour développer les prémices d'une réflexivité ou d'un processus menant à la réflexivité, à la métacognition, il faudrait, entre guillemets, trois choses. Alors, peut-être tu vas me dire si je me trompe ou pas. Le premier que tu as évoqué, que je voulais rappeler, c'est ce rapport au réel. Commencer par partir du réel, cultiver un rapport au réel, favoriser une imagerie mentale et ensuite ben, apprendre, entre guillemets, favoriser un espèce de dialogue interne. Ouais. Bah, après, c'est vrai que c'est un apprentissage aussi, oui, ça peut se faire aussi. Donc, savoir ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Je veux dire, savoir si c'est dû à des problèmes de concentration, voilà, ou si. Mais le langage, il y a l'interprétation qui fait que aussi, parfois, il y a des enfants qui ne comprennent pas parce qu'on utilise un vocabulaire qu'ils ne maîtrisent pas. Parfois, ça va leur faire penser tout de suite à autre chose. Les petits sont assez comme ça. On leur pose une question et hop, ils ont envie de raconter que hier, il y a leur grand-père qui est venu. Donc, c'est vrai que parfois, voilà, c'est complexe, Internet. Hmm. J'ai, j'ai jamais trouvé plus désarmant qu'un enfant, justement. Ça m'est arrivé ces dernières années d'y être confronté, notamment dans ma vie privée. Et je suis toujours fasciné, mais à la fois, ouais, je sais pas si on peut dire intimidé, mais perdu. C'est-à-dire que je peux voir qu'un enfant peut passer du coq à l'âne et que si moi, en plus, dans ma vie, alors c'est sûrement un biais, j'aime bien rechercher de la cohérence, je m'aperçois que l'enfant, c'est un peu une métaphore de la vie. C'est la vie n'est que chaos et toi, tu vas essayer de trouver de l'ordre dedans. Et ben, les enfants, je trouve que c'est un peu ça aussi. Et je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on interagit? Comment est-ce qu'on se grève dans ce chaos? Et, et comme je te l'avais dit plus tôt, on ne peut pas passer par le chemin de l'abstraction, faut trouver d'autres façons. Et justement, moi, je me demande comment tu fais quand tu es en présence de quelqu'un qui n'a pas accès à l'imagerie mentale ni au dialogue avec soi-même. En maternelle, on fait beaucoup de démonstrations. C'est-à-dire que c'est un apprentissage, un enseignement qui est explicite un peu au sens, parce que explicite français, le sens explicite canadien, où les Canadiens vont plus enseigner une forme de pas à pas en démontrant, en donnant des procédures aux élèves, en disant voilà, pour faire ça, tu vas faire ça et ça et ça et ça. Et au fur et à mesure, l'enseignant montre et l'enfant fait en même temps. Donc du coup, ça, on le fait davantage en maternelle parce que certains enfants certains ont compris et vont tout de suite entrer dans la démarche et dans l'activité, et d'autres, il va falloir leur rappeler la consigne et redire, bon, d'écrire son prénom sur la feuille, donc d'aller chercher son étiquette pour ceux qui ne savent pas écrire, et de regarder d'abord, on ne travaille pas énormément sur la feuille, mais même par exemple quand on travaille sur des supports, j'imagine par exemple, je sais pas, des boîtes à compter, où ont une fiche sur cette boîte et ils doivent mettre la bonne quantité de jetons ou d'animaux en fonction de la qui leur est donnée, avec soit les doigts, les constellations ou les chiffres. Et il y a des enfants qui vont être un petit peu perdus parce qu'ils ont l'impression qu'ils ont beaucoup à faire et ils ne savent pas par où commencer.
Donc, il faut là le remettre un peu du pas à pas et c'est beaucoup de démonstrations. Et avant de les envoyer aux ateliers, c'est important de leur montrer les supports et de leur redire ce qu'ils doivent faire. Moi j'ai l'atelier dirigé, donc forcément je suis plus concentrée sur mon atelier. Mais en fin d'atelier, je prends 5 minutes pour retourner dans les autres ateliers et voir un petit peu comment les enfants ont avancé, ont travaillé. Ou certains, parfois, on peut se rendre compte que certains n'ont rien fait. Donc c'est là où les engager à nouveau. On peut aussi essayer, quand les enfants sont un peu plus grands, de mettre un petit peu, je ne vais pas dire un responsable de groupe, mais une forme de tutorat pour les enfants les plus faibles, les mettre avec quelqu'un de plus fort, avec le risque en maternelle que l'autre enfant. C'est compliqué pour les enfants voilà, ils ont envie d'aider, mais ils ont plutôt tendance de faire à sa place. Et par rapport au feedback ou à la fin des activités, j'essaye aussi de demander aux enfants comment ils ont procédé. Parce que le fait de dire comment ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ont fait, ça aide aussi à ancrer les apprentissages et à leur faire prendre conscience de ce qu'ils ont appris. Je les félicite. Je les encourage si jamais ils sont en échec. Je leur dis c'est pas grave, on s'entraîne, on va recommencer. Et j'utilise aussi une application développée par Emmanuel Grandbesse qui s'appelle Je Valide. C'est l'équivalent du LSU dans le second degré. Donc, c'est un carnet de suivi des apprentissages avec des pictogrammes. Et quand l'enfant est en réussite, je lui mets un pouce pour montrer que c'est bien, il réussit maintenant à faire ce travail-là. S'il ne réussit pas, un bouton orange où je dis là, tu es encore en train d'apprendre, mais bientôt, je pourrais te mettre le pouce. Donc, c'est toujours rester dans l'encouragement, dans la motivation. Et tu en avais parlé au début de cet entretien, mais au final, tout ce travail de verbalisation et de conscientisation de ce que le petit fait, ça va l'aider quelque part à développer une confiance en lui parce qu'il se dit, je suis en situation de réussite, je me vois en situation de réussite, donc c'est bien et je peux continuer et j'ai même envie de continuer. J'avais, j'ai un très bon ami qui est prof dans le premier degré et il me dit souvent, en fait, un enfant, c'est un peu comme un adulte. Un enfant va aimer là où il est bon. Si tu me fais faire quelque chose dans lequel il réussit pas, il va dire j'aime pas. Et ce qui est très dur, c'est que ce genre de comportement, on va l'intérioriser à l'âge adulte. Et si on n'essaie pas de déconstruire ça le plus rapidement possible, on va avoir plein d'adultes extrêmement fermés parce qu'ils vont, enfin, entre guillemets, fuir la situation, entre guillemets, d'échec. Ils vont même se dire que chaque difficulté va devenir un échec. Alors que tu peux être, entre guillemets, mauvais dans quelque chose, et ce qui est complètement normal quand tu débutes, mais passer un certain niveau de persévérance, tu vas finir par progresser. Est-ce que toi, t'as aussi ce sentiment-là que les petits, ils aiment pas les choses, enfin, ils n'aiment pas les choses dans lesquelles ils ne sont pas très bons? Encore davantage en maternelle, parce que les enfants en maternelle, ils se voient dans le regard de l'adulte. Donc, si on dit à un enfant qu'il est nul, il pense réellement que c'est vrai, c'est la vérité, c'est qu'il est nul, qu'il ne sait pas faire. Donc, moi, une fois, ça m'a fortement choquée. C'est ce qui m'a engagée aussi à changer un petit peu aussi mes pratiques pour leur faire prendre conscience que justement, on est là pour apprendre, pour grandir, que ça peut prendre entraîne et que c'est pas grave. L'important, c'est de réussir. C'est quand même une fois un enfant de 4 ans m'a dit oui, mais de toute façon, moi, je comprends rien, je suis nul. Et c'est le discours qu'il a entendu autour de lui à la maison, par exemple. Donc, je trouve grave qu'un enfant de 4 ans, il ait cette opinion de lui-même. Et l'enfant agit souvent, ce qui n'est pas forcément l'idéal, pour faire plaisir à l'adulte. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est un apprentissage, c'est apprendre à soi-même, être fier. Donc, j'essaye aussi d'engager ce discours-là auprès des enfants. Et un peu plus tard dans l'année, parce que là, c'est vrai que la première période, pour moi, en plus j'arrive dans cette école, c'est de donner des habitudes aux enfants et d'installer une certaine routine ou une habitude de travail. Et au cours du second trimestre, j'essaye davantage de faire des entretiens individuels avec les élèves en
là, ils apprennent avec l'iPad de la classe à prendre des photos de leur travail, notamment pour ceux qui sont en autonomie, afin que je puisse voir s'ils ont été en réussite ou non, pour pouvoir après réajuster aux besoins. Et j'utilise ces photos comme pour leur faire verbaliser ce qu'ils ont fait, s'ils pensent avoir réussi, ce qu'ils pourraient faire pour s'améliorer, ou les engager après sur la suite des apprentissages dans la progressivité. Et c'est vrai que souvent, les enfants apprécient beaucoup ce moment à deux, parce qu'en classe, 23 élèves, on n'a pas énormément de temps pour justement avoir ce feedback. Et c'est le moment aussi pour eux de les encourager, de les féliciter et puis de montrer qu'on s'intéresse à leur parcours. Hmm. Il y a vraiment quelque part ce besoin très humain d'unicité et d'attention. Et alors justement, tu en avais parlé au tout début, et là, dans ce que tu as dit juste à l'instant, ça permet d'y revenir, c'est que le développement, au final, ce travail réflexif permet aussi de compenser, alors ça compense jamais, mais certains environnements familiaux qui sont pas adaptés, parce que tu l'as dit toi-même, un enfant qui se dit « je suis nul à 4 ans », il le sort pas tout seul, il peut pas l'avoir inventé. C'est-à-dire qu'il a dû l'entendre dans son environnement et se pose la question, comment justement on peut, en tant qu'enseignante, travailler avec les parents, travailler de concert avec les parents pour favoriser ce développement réflexif et favoriser ce sentiment de confiance qui permet de construire une identité personnelle comme professionnelle saine. Vous savez que moi, j'ai plusieurs axes qui se sont développés. C'est que, dans un premier temps, avec les parents, c'est la réunion de rentrée, forcément. Donc, déjà, j'essaye d'exposer la manière dont je travaille et puis justement l'importance que la coéducation prend pour ces enfants qui sont petits, parce que parfois, déjà dans une même classe, il y a des enfants qui sont nés en janvier et des enfants qui sont nés en décembre, donc ça fait déjà une année d'écart. Et en maternelle, si l'enfant a 3 ans, c'est un tiers de vie en moins pour certains. Donc, c'est clair que les différents ou de développement sont conséquents en maternelle. Donc, faire déjà appréhender aux parents que c'est normal, que les enfants n'apprennent pas tous à la même vitesse, que de la même manière qu'un nourrisson a appris à marcher, à parler ou à voir ses dents sortir, il n'y a pas un calendrier prédéterminé. Donc ça permet déjà aux parents de se rassurer. Et puis, on explique bien aussi qu'en maternelle, il y a 3 ans pour arriver à acquérir les compétences et que c'est un travail à long terme. Il y a des compétences qui se construisent sur 3 ans de manière très, très lente. C'est avec cette histoire de mémoire qui disparaît, qui n'est pas encore construite. Parfois, en septembre, on a l'impression qu'il y a eu un reset pendant les grandes vacances et que c'est assez déprimant. Donc, par rapport aux parents, j'explique déjà donc ma démarche. Ensuite, je propose de venir observer une matinée en classe, ce qui permet aux parents de se rendre compte de ce qu'on fait en classe, du comportement des enfants et des attentes et des exigences élevées qu'on a pour eux. Et souvent, les parents sont très, très surpris parce qu'ils se disent que eux, ils n'ont pas forcément ce souvenir-là ou ils n'ont pas souvenir de la maternelle. Et moi, dans le quartier où j'enseigne notamment, les parents assimilent plutôt la maternelle à un jardin d'enfants, une forme de garderie. Bon, ils apprennent un peu quelque chose, mais bon, ils n'ont pas le sentiment que c'est vraiment l'école et qu'il y a des attendus et que les enfants travaillent efficacement. Et surtout, ils sont surpris de voir combien les enfants peuvent être grands, entre guillemets, d'avoir des comportements de grands dans la classe, parce que quand ils sont à la maison, s'il y a un seul enfant, ce comportement-là sont pas utilisés, on va dire, sont pas mis en œuvre. J'explique aussi aux parents qu'il faut utiliser les mots adéquats, du vocabulaire, essayer maximum le vocabulaire. C'est vrai que souvent les enfants, oh, c'est mon bébé, c'est mon petit. Certes, mais après c'est vrai pour moi un bébé c'est un enfant qui parle pas, qui marche pas et qui boit le biberon. Donc quand je vois mes élèves, j'ai l'impression que c'est des bébés. Et c'est important justement que les parents considèrent leurs enfants en devenir et les aident à se développer dans ce sens. Ensuite, on essaye, quand c'est possible, là, dans cette nouvelle école, ça n'a pas encore été fait, de faire des réunions d'accompagnement à la parentalité,
les familles qui sont éloignées de l'école ou les familles qui sont allophones. On propose des petits ateliers, des petits moments pour justement expliquer aux parents ou les informer comment accompagner leurs enfants dans leurs apprentissages. Moi, je donne beaucoup d'éléments concrets aux parents. Par exemple, si on a travaillé sur le lot des lettres majuscules en classe, ils vont avoir un exemplaire à la maison aussi. Je fais un cahier de mots avec le vocabulaire qu'on apprend en classe. Il y en a un pour la maison aussi. Quand on lit une histoire et qu'on utilise des supports de récit pour raconter l'histoire, comme par exemple un tapis de conte ou des petites marottes, ils l'ont à la maison aussi. Il y a aussi un blog que je mets en place. Et sur ce blog, toute la journée, je prends les photos des ateliers, certaines vidéos que je mets en ligne. Ainsi, les parents peuvent voir un peu ce que les enfants font. Et surtout, ce que j'essaie d'expliquer aux parents qui prennent plutôt ça comme le moyen d'être informés de ce qu'on fait en classe. Moi, mon intérêt propre, c'est que ce soit l'enfant qui soit le maître, on va dire, ou la maîtresse, et qui, à la maison, raconte et Raconte ce qui explicite s'est ce passé. qu'ils ont fait. Voilà. Hmm. Et ça, c'est vraiment difficile à faire dans les familles. Alors, ce que je trouve assez dingue, c'est que j'ai l'impression que la communication entre enseignants et parents s'est beaucoup développée. Parce que s'il y a une chose dont je me souviens bien, c'est qu'il n'y avait pas tout ça quand j'étais en maternelle et même en primaire. C'est-à-dire que les moyens de communiquer, c'était souvent les mots dans le cahier, qu'ils soient positifs ou négatifs, et les fameuses réunions parents-prof. Mais il n'y avait pas encore ces pratiques via des outils dématérialisés, via outils numériques pour communiquer et entretenir quelque part une vie en dehors de la classe. Et, et Après, c'est pas une généralité, hein. ouais, d'accord, d'accord. Et ça m'étonne pas non plus, vu que c'est du temps, quelque part, c'est du temps. Et alors, ce que me disait, ce que me disait mon ami, et ça m'a fait sourire, il me disait souvent, en fait, Diane, le plus dur, c'est pas les enfants à gérer, c'est leurs parents. C'est parce que plusieurs fois, je suis confronté à des demandes lunaires des parents. Mon fils, il peut pas être puni parce il est parfait. Il faut surtout pas le punir parce qu'il est il se sent très mal une fois qu'il est puni. Et, je, et il lui répondait souvent, bah oui, mais ton petit, il s'amuse à taper tout le monde, donc si je le punis pas, il va juste continuer à taper tout le monde. Et donc, pour préserver un petit, je vais en mettre 20 autres pas bien. Et ben si, on va quand même punir. Et qui me dit, ben, pas mal d'interactions en fait peuvent devenir problématiques tout simplement en fonction des rapports avec les parents. Et comme moi, je pense que j'étais quelqu'un de très très innocent et candide, c'est que j'imaginais pas l'ampleur l'ampleur de la relation avec les parents dans la vie de classe. Ça, alors que j'ai des parents, j'ai une mère par exemple qui a passé toute sa vie en maternelle, a enseigné en maternelle, mais je me rendais pas compte de l'importance de la communication avec les parents. Et finalement, aujourd'hui, je me dis, eh bien, l'environnement que tu essaies de créer en classe, tu aimerais quelque part que cet environnement propice à la métacognition, au développement ou à l'éveil de à la métacognition, il le fasse aussi chez eux. Et qu'est-ce qui est difficile dans tout ça, s'il y a des choses qui sont difficiles? C'est la société actuelle, ça reste, c'est vrai que les gens sont très autocentrés, ils ont envie du meilleur pour leur enfant, mais sans forcément donner les moyens, on va dire. Moi, je pense par exemple à la place des écrans ou du téléphone dans la société, c'est un fléau. C'est vrai que quand on voit des enfants qui sont dans la poussette ou qui sont même nourrissons, qui ont déjà un téléphone en main et qui sont complètement absorbés euh, par les écrans, il y a un manque de dialogue certain dans les familles. C'est vrai que les gens ne prennent plus le temps de parler à table ou de faire des activités. J'organise un prêt de livres aussi dans ma classe, c'est-à-dire que les livres sont prêtés, ils peuvent en prendre, les ramener quand ils veulent, justement pour essayer de créer des moments de complicité ou des moments euh, donnés à l'enfant. C'est le quartier où j'enseigne parce que souvent les gens n'ont pas enfin, ne vivent pas dans les conditions
très propice, hein, quand on peut être assise dans un studio. C'est vrai que comment on s'occupe de chacun, comment on a de la place, comment après, quand on est plus grand, on peut faire ses devoirs. C'est vite compliqué. Et puis, par rapport à cette relation avec les familles, sur Nice, c'est aussi compliqué parce que les ne peuvent plus rentrer dans l'école. Donc, du fait du plan Vigipirate, Ah, les écoles, c'est des bunkers, quoi. Il y a des grandes grilles, c'est des prisons. Donc, c'est compliqué parce que tout se passe au portail. Après, bien sûr, hein, on peut demander des entretiens, mais ça frustre beaucoup parce que les parents ne voient pas l'école. Non. Ils ont l'impression qu'ils sont à la porte. Donc, du coup, mettre en place ce- cette communication, c'est fondamental parce que chacun reste après sur la compréhension de l'autre et sur les préjugés qu'il a, hein, d'un côté comme de l'autre aussi. mm. En mois de janvier, donc à la fin du premier semestre, j'organise des entretiens individuels avec les familles. Donc chaque famille vient avec l'enfant, on se met dans la classe et justement on utilise ce carnet de suivi des apprentissages pour faire un petit peu le point et puis pour aussi à l'enfant où il voit que sa famille s'intéresse à ce qu'il fait en classe et que pour le motiver, l'encourager. Il y a après ce moment-là. C'est-à-dire qu'on voit la différence, on voit des enfants qui sont encore plus engagés parce que ils ont eu ce retour avec leur famille. Mm. Donc, si je comprends bien, il y a la communication, ça reste un élément, la clé de voûte de tout ce processus, et par extension, cela implique que les parents aient ces compétences de communication et le temps et les compétences pour mettre en œuvre cette communication qui sera quelque part le pont dans lequel l'enfant va pouvoir partager, communiquer et s'éveiller petit à petit à cette réflexivité. Et je fais un parallèle parce que je me suis fait la même réflexion avec ce qui se passe dans le supérieur. C'est qu'aujourd'hui, là, si je prends la situation des IUT, la réflexivité à proprement parler, on en fait dans ce cours de démarche réflexive ou démarche portfolio. Mais aujourd'hui, la conclusion, qui est sûrement temporaire, à laquelle je suis arrivé, c'est que ne le faire ça qu'en cours de démarche réflexive, ça donne l'impression que à part ou ailleurs, on ne peut pas le faire et que l'ambition quelque part, c'est qu'à terme, on n'ait plus ce cours-là puisque les autres enseignements l'auront intégré dans leur pratique. Mais ça, bon, on n'y est pas encore et c'est un peu la vision que j'ai. Mais le point commun avec tout ce que tu dis, c'est que le développement à la réflexivité nécessite un environnement et cet environnement, c'est un ensemble d'acteurs sensibilisés. Dans le Oui, tien, c'est enseignants et les les parents. parents. Et d'ailleurs, quand je dis enseignant, ça amène une question que je voulais te poser aussi, c'est que tu ne travailles pas forcément seul, tu dois travailler avec d'autres enseignants, non? Ah, c'est compliqué le travail en équipe. C'est Ah compliqué. bon? Même dans Non, le... voilà. Moi, je vais dire, ça fait 35 ans que j'enseigne, ça fait 35 ans que je rêve d'arriver dans une école où on travaille en équipe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais c'est très compliqué. C'est toujours une question de temps et de moyens qu'on donne pour le faire. La réalité, dans l'éducation nationale, dans nos formations pédagogiques, il y en a très peu. Alors, même si je vais après évoquer un petit peu les constellations, euh, commence un petit peu il y en a un petit peu plus, mais c'est compliqué parce que c'est chronophage. Et puis, ça coûte qui va animer, il faut payer, etc. Moi, quand j'intervenais bénévolement. Et du coup, c'est compliqué. Par la vidéoscopie, parce que, bon, autant avec les enfants, je peux utiliser la vidéoscopie aussi quand on est en salle de motricité ou quand on a fait d'autres activités, on va pouvoir regarder la vidéo pour voir si on a bien réalisé ce qui était attendu, etc. Avec les adultes, quand j'accueillais les stagiaires, je filmais les séances et ensuite, on n'avait pas le temps de regarder l'intégralité séance, mais je pointais certains moments et ça nous permettait après de se questionner. La réflexivité, elle est possible que si on interagit avec d'autres.
Parce que quand on est seul dans sa classe, on a forcément l'impression de faire super bien ce qu'il faut. Démarche, c'est notre projet. Mais quand on s'ouvre au regard des autres, ben justement, il y a un enrichissement qui peut se produire par le questionnement et puis par le fait de s'ouvrir aussi à d'autres pratiques. Pour pouvoir aussi dire, ah oui, c'est vrai, un enfant, je veux dire, il n'y a pas de manière d'apprendre une notion en passant par plusieurs biais, par plusieurs chemins. Un tel enfant va acquérir plutôt par d'autres par cette voie-là. Donc, c'est vrai qu'on peut multiplier aussi les chances pour l'enfant d'acquérir ses compétences. Moi, dans mon école actuelle, qui pourtant est en RED+, le travail est très, très peu engagé d'un point de vue équipe. Donc, cette année, par exemple, constellation de français. Donc, constellation, ça veut dire qu'il y a plusieurs écoles, plusieurs enseignants qui sont regroupés pour travailler sur le pratique. Nous, c'est notre groupe, on travaille sur la compréhension. Mais les que je vois aussi à cette mise en place de constellation. Donc, la constellation, c'est on est regroupé, on a des apports notionnels, et ensuite, chacun mène une séance dans sa classe, observée par les autres, et ensuite, on fait feedback, on fait pour discuter de ce qui s'est fait, de ce qu'on a vu. Mais si on n'est pas accompagné par des pairs experts, on va dire, il y a des choses qu'on ne peut pas. Donc ça a ses limites aussi. Si on est entre soi et qu'on vit sur nos acquis et on a l'impression, oui, que c'est bien, que tout roule, alors qu'on ne s'ouvre pas à la recherche, aux nouveautés qui ont pu émerger, et on se sclérose un petit peu finalement au fil des ans. Donc c'est compliqué, parce qu'il faut aussi accueillir les autres. Beaucoup d'enseignants n'aiment pas qu'on les observe, parce qu'il y a toujours cette notion de jugement. On prend le jugement de manière négative, alors que quelque part, ça peut être quelque chose de positif et quelque chose qui peut aider à se développer. Ça me fait toujours sourire dans ces moments-là parce que les enseignants, justement, dans ce que tu as décrit, euh, on enseigne aux petits, par exemple, de ne pas d'oser faire des heures et de ne pas avoir peur du regard des autres, tout en étant incapable d'accepter sur un retour sur ce que l'on fait nous. Et alors, je suis un peu déçu parce que j'allais dire, autant dans le supérieur, les enseignants n'ont jamais été formés au travail d'équipe, autant je pensais, et j'idéalisais un peu le premier degré en pensant que c'était une pratique beaucoup plus généralisée. Mais t'es pas la première à me dire que je suis complètement en train de rêver. Donc, non. Et donc là, si je comprends bien, pour que dans un climat et dans un environnement idéal, donc il faudrait une équipe d'enseignants ouverte, ouverte d'esprit dans le sens ouverte au retour au retour, au retour sur leur pratique, c'est-à-dire accepter que quelqu'un puisse venir observer. Mais je pensais que dans le premier degré, il y avait des conseillers pédagogiques qui étaient là pour ça. Oui, Et mais il y en a. Mais c'est vrai que ça reste qu'à des moments, c'est assez ponctuel. Donc les conseils d'accord. pédagogiques, malheureusement, c'est avec l'institution de nos jours, c'est pas forcément pour eux d'accompagner les enseignants, parce qu'ils ont plein d'autres missions qui se greffent, qui sont loin du conseil pédagogique. Ils sont ce que j'appelle un peu pompiers de service. Ils sont appelés dans des écoles pour des situations problématiques avec des parents, avec des collègues, avec des enfants, avec l'inclusion. Donc souvent, ils sont happés justement par d'autres missions qui ne sont plus de l'ordre vraiment de l'accompagnement pédagogique. D'accord. Et puis dans notre institution, elle s'est construite aussi malheureusement beaucoup autour de l'inspection. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'inspection vraiment comme moi j'ai pu connaître au départ. Mais c'est vrai que les enseignants ont cette peur de l'observer, parce que justement, elle va évaluer, elle va juger. Et puis souvent, les enseignants aussi sont construits par le biais des concours en disant je suis le meilleur. Si je veux une bonne progression de carrière, il faut que je montre que je suis mieux. Donc, je ne vais pas forcément partager. Je vais pas, voilà, c'est le genre copie pas. Donc, je trouve ça très dommageable. À un moment donné, il était question d'évaluer les équipes sur un fonctionnement d'école plutôt que sur un fonctionnement individuel.
Euh, alors, je trouve que ça peut être positif parce que justement, là, on met le point sur la valorisation du travail en équipe, fait qu'on travaille ensemble, mais ça reste compliqué parce que chacun n'a pas les mêmes priorités dans le travail. Moi, je sais que travailler parce que pour moi, c'est ce que j'aime et je peux aller à l'école le mercredi, le samedi, le dimanche, moi, ça ne me pose aucun souci. Les gens me disent, t'as pas de vie, mais ça n'a rien à voir. Moi, ma vie, c'est m'épanouir dans mon métier. Je ne fais pas que ça, mais c'est important pour moi d'être bien dans ce que je fais et de me valoriser aussi par rapport à ce que je fais. Je comprends après tout à fait qu'il y a des collègues qui ont des enfants en bas âge et les enfants en bas âge, ça prend du temps et de l'énergie. On n'a pas ces moments-là non plus. Donc c'est vrai que le niveau d'engagement des personnels n'est pas égal. Il y a des gens qui sont venus aussi dans l'enseignement, pas forcément pour les bonnes raisons. Et des vacances et de finir à 16h30. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas partir à 16h30. C'est pas possible. Et puis, il y a Oui. des gens qui sont là, oui, pour une certaine forme de sécurité ou au fil sans juger. Mais c'est vrai que je comprends. Moi, j'arrive aussi où il y a certaines choses qui m'ont fortement abîmée dans le métier. Et c'est parfois difficile de garder la motivation, l'énergie pour toujours être productive et être efficace dans son métier quand parfois il y a plein de choses qui ne nous y aident pas, quoi. Oui, oui, et c'est précisément en raison de la difficulté de l'environnement dans lequel tu travailles et l'impact que ça peut avoir sur ton engagement ou ta motivation à faire ton métier, que là, je me dis que les conseillers pédagogiques, ils devraient avoir une carte à jouer. Je te dis ça parce que moi, dans le supérieur, en dehors d'être enseignant, quand j'enseigne pas, je suis ingénieur pédagogique et conseiller. Et donc plusieurs fois, en fait, je devais aller créer des relations avec les enseignants parce que dans le supérieur, ils sont libres comme l'air. Mais ce qui faisait que ça se passait bien, c'est qu'à la fin, ils se rendaient compte que j'étais au charbon avec eux et qu'on partageait le boulot et que j'étais pas là en fait pour autant pour les juger, mais plus pour les accompagner. J'étais dans l'idéal un miroir réflexif. Donc, ça, et c'est quelque chose d'assez important. Et ensuite, pour la question de la gestion du temps et le rapport au métier, alors oui, je peux rebondir avec le sourire hein, parce que c'est vrai que les enseignants ont souvent cette image un peu du mec qui fait ce métier parce qu'il est un peu flemmard. Et quand j'ai plusieurs fois, en fait, quand je rentrais de l'école, ça c'est des choses dont je me souviens, c'est que je voyais mes parents travailler le soir. Et où actuellement, là je pense à mon copain qui est prof des écoles aussi, il passe régulièrement des mercredis et des samedis à travailler ses séquences. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'il faut se remémorer, que tu as dit au départ. Vous devez enseigner toutes les matières. Et quand on est dans le secondaire, même dans le supérieur, on a entre guillemets le confort de la spécialisation. C'est-à-dire que, Mm. justement, moi, j'adore la démarche réflexive, même si j'ai pas fait de psychologie sociale, j'adore m'y intéresser. Je devrais faire de la cybersécurité. Là, je me sentirais très mal parce qu'on serait très, très, très loin d'un domaine d'expertise. Et enseigner les mathématiques, même à des petits, je me sentirais pas forcément bien. Parce que je me dirais, je pense que, ouais, je serais vraiment en situation d'inconfort très très fort. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être assez minimisé parce que j'imagine que toi, par exemple, tu as des matières dans lesquelles tu es à l'aise et d'autres beaucoup moins. Et ça, c'est quelque chose dont je me souviens quand j'étais en primaire, par exemple, c'est qu'on avait deux profs. On avait une prof qui s'occupait des maths et de la biologie, et on avait une prof qui était dans la classe à côté, mais qui venait nous faire le cours de français et l'histoire. Mais parce qu'en fait, ils avaient compris, elles étaient plus à l'aise là-dessus, et elles se sont dit, autant collaborer et s'échanger. Parce que d'une part, nous, humainement, ça sera moins énergivore et ça nous évitera des situations qui peuvent être parfois dures, difficiles. Et les petits, enfin les enfants, ils le sentiront mieux. Et c'est vrai, avec du recul, je me dis, putain, mais c'était très intelligent comme démarche. Et peut-être que la Bah, c'est vrai que le collaboration peut être différente. décloisonnement, oui, le service, ça se poursuit encore plus riche pour les enfants d'avoir quelqu'un qui investit plus dans un sujet que quelqu'un qui va le faire, mais un peu, bon, sur... Après, c'est vrai que ce que tu disais par rapport à... Attends, je sais plus, j'ai perdu mon fil là. Euh,
le souci, moi, j'ai choisi d'enseigner dans le premier degré justement parce que j'ai fait un bac C, donc après j'étais en classe prépa littéraire. Et moi, dans ma nature, j'aime tout. Et comme je veux tout bien faire, j'essaie de tout maîtriser, ce qui est, C'est dangereux, moi, ça. je trouve ça positif, hein, oui, oui, oui. Et je n'ai pas pu, quand j'étais en prépa, j'avais été inscrite à l'université en parallèle, parce que c'est le protocole, en histoire géo. Mais je n'ai pas choisi après de poursuivre dans le second degré, parce que justement, me cantonner à une seule matière et ne pas avoir mes élèves tout le temps, pour moi, c'était, voilà, j'ai préféré aller dans le degré, justement pour accompagner mes élèves toute l'année, et puis avoir justement, c'est très riche, on s'ennuie jamais au moins dans le premier degré, encore plus en maternelle, parce que on est libre en maternelle de nos supports et on peut varier nos plaisirs, on va dire, et c'est toujours très, enfin, moi, voilà, j'adore. Quand je suis rentrée dans le métier, je m'étais dit 10 ans, pas plus. Et là, quand, et voilà, et j'ai repris cette année la classe justement pour me focaliser que sur la classe. Parce que quand on est directrice à mi-temps et la classe à mi-temps, et un peu à cheval sur les deux, c'est pas forcément très bien, je pense. Et c'est deux Alors métiers attends, parce que complètement là, j'ai différents, perdu hein. le fait dire juste avant, mais c'est pas grave, ça peut-être me revenir. Ouais, ça va peut-être te revenir. Alors, ce que je disais aussi, c'est que ce que tu précises là, et tu me dis si tu me trompes, mais être directrice et enseignante, c'est deux métiers différents. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est deux métiers, c'est compliqué. C'est pas une histoire de, ça peut être chronophage, mais moi, c'est pas ce qui me posait le problème, c'est que à un moment donné, dans le premier degré, quand on est directrice, on n'est pas chef d'établissement. Alors, c'est pas l'histoire d'être chef, hein, c'est pas la question, mais du coup, on n'est pas supérieur hiérarchique de nos collègues, et je trouve que c'est bien. Mais en même temps, ça pose quelques soucis quand on veut justement engager le travail en équipe et que on doit, ça fait partie de nos missions, hein, piloter l'école et engager ce travail. C'est compliqué d'amener les gens à changer les mentalités finalement, où chacun ne travaille plus un petit peu dans son coin et fait sa soupe parce que bon, il a l'habitude, ça tourne bien, donc il voit pas pourquoi changer. Hmm. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup, ce que tu disais tout à l'heure. Nous, on a 24 heures de présence devant les élèves, hein, les 108 heures de réunion annuelles, on a les APC, donc ça fait beaucoup de choses et les gens ont l'impression qu'on est pressé tout le temps. Oui. Ce qui, ce qui peut être une réaction complètement légitime. Et je réagis et je souris parce que les problèmes, les obstacles au travail d'équipe que tu décris, eh bien, en fait, il y a les mêmes dans l'enseignement supérieur, notamment ce fonctionnement de pair entre pairs. Et là, je repensais justement je prends un exemple, c'est l'exemple d'un IUT où le directeur, par exemple, n'a pas forcément intérêt à vouloir pousser absolument au travail d'équipe s'il veut être stratégique, parce que au final, il est élu. Et si il s'amuse à embêter son électorat quelque part, à les pousser un peu dans le travail d'équipe, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour, il prend le risque, ou le jour où il ne sera plus directeur, et bien que le directeur à nouveau, enfin le suivant, vienne l'embêter. Et donc en fait, il y a un peu ce fonctionnement de la chaise musicale par absence de hiérarchie, par absence de hiérarchie claire, puisque on est sur un système basé sur un système d'élection. Ben ça favorise en fait une certaine inertie. C'est vraiment quelque chose que j'avais remarqué. L'université française, hein, je dis bien parce que j'ai pas du tout la vision sur les autres. J'ai l'impression que c'est un système qui est marqué, pédagogiquement en tout cas, par l'inertie. C'est-à-dire que les choses ne bougent pas parce que faire bouger les choses, c'est prendre le risque de déranger des gens et à son tour de se faire embêter. Est-ce que tu dis, est-ce que c'est quelque chose de similaire dans le premier degré ou Non, pas? non. Nous, c'est pas similaire parce que déjà, par exemple, si tu veux être directeur ou directrice, déjà, pas grand monde souhaite le faire. Il faut passer donc un entretien d'aptitude, on va dire, et ensuite, il faut postuler pour certains postes.
c'est pas vraiment une élection, ça reste quand même déjà une présélection, on va dire, mais c'est l'inspecteur qui fait cette présélection. Et ensuite, il faut avoir un poste qui se libère ou il faut obtenir le poste de manière classique, comme au mouvement. Dans le supérieur, c'est moi je l'ai vu quand j'ai repris mes études là assez récemment, c'est encore plus la jungle parce qu'il y a une histoire de cooptation. euh, le fait de, même si si quelqu'un a fait une thèse et qu'il est docteur, il va d'abord commencer comme, comment ça s'appelle, maître, comment c'est? Ben, jeune maître de conférence. Voilà, maître de conférence ou d'abord attaché de cours, etc. Donc c'est Mhm. vrai qu'il y a toute une progressivité, il faut obtenir les habilitations. Et les habilitations, pas forcément au mérite ou à l'intérêt, c'est de l'ordre de la cooptation. Parce qu'après, pour être professeur d'université, il faut donc passer déjà à être habilité à suivre les thèses. Et Mhm. c'est de la cooptation par les pairs. Donc c'est vraiment, je ne vais pas dire du copinage, mais c'est du relationnel entre. Et c'est vrai que quelqu'un qui pourrait être brillantissime, mais qui n'aurait pas ce côté relationnel, et il ne va pas faire son chemin, alors qu'il pourrait apporter beaucoup à l'enseignement. Je trouve que dans l'enseignement supérieur, c'est encore pire. Et je ne savais pas que les directeurs étaient élus. Alors, en tout cas, dans les IUT, si, c'est un système d'élection. Il y a ce qu'on appelle un conseil d'institut qui est réuni, un conseil qui est composé à tant de pourcents d'enseignants, d'enseignants-chercheurs, d'enseignants, d'externes. Et c'est ce conseil qui va décider qui sera directeur en fonction des candidatures, bien sûr. Et, euh, et donc, oui, mais ce que tu décris là, oui, je me le suis fait la remarque plusieurs fois, avec une certaine tristesse, que je me suis dit, putain, mais on parle d'approche par compétence, on parle de la nécessité de développer des compétences dans un monde, en fait, où la compétence n'est pas forcément un élément déterminant de la mobilité professionnelle, horizontale comme verticale. Et ça, ouais, je me dis, je trouve ça assez triste, mais ce que je trouve, ce que j'espère, c'est que les étudiants, vu qu'on travaille pour les étudiants, euh, arriveront à évoluer dans des environnements où cette compétence a une place importante. Parce que finalement, si au final ce qu'on leur enseigne, que ce soit compétence ou pas, n'a pas d'incidence, ça veut dire qu'on leur explique que même que tout ce qu'on leur enseigne n'a pas forcément d'intérêt plus tard. Or, l'école, elle est là pour ça. Elle est là pour nous donner des enseignements qui nous serviront un jour ou pas. Et je viens de retrouver aussi ma question, vu que là, on arrive vers la fin de l'épisode. Si on reprend tout ce qu'on a dit, quel serait, selon toi, l'environnement idéal pour éveiller les enfants à la réflexivité? L'environnement, pour moi, c'est déjà moins d'élèves en classe. Parce que c'est clair que si on veut, si on veut donner du temps d'explicitation, si on veut accompagner les élèves de manière plus individualisée, il ne faut pas qu'il y ait voilà, 28, 30 élèves en classe. Parce que là, c'est vrai que c'est. Je pense notamment au second degré. Ah oui, enfin, ce qui m'a fait, voilà, ça me fait me souvenir ce que je voulais dire tout à l'heure. Mon fils, cette année, est stagiaire. Il a eu son CAPES il y a 2 ans, donc il a fait une année de report. Et là, il reprend. Et c'est vrai que je suis confortée dans le fait que premier degré, second degré, souvent, je dis, on ne fait pas le même métier. Parce que justement, le fait de venir faire partir, le lien et la construction de l'élève, elle ne se fait pas de la même manière. Il y a malheureusement encore beaucoup d'enseignants qui viennent faire des cours frontaux et du coup, l'individu n'a pas forcément de place. On regarde la note, on regarde l'évaluation, mais on ne cherche pas à comprendre pourquoi il a réussi, qu'est-ce qui fait, quels sont les obstacles qui se dressent devant lui, qui l'empêchent d'avancer. On chemine, il faut faire le programme, on avance, mais du coup, les élèves ne font que accumuler des lacunes et ça fonce de leurs obstacles plutôt que de remédier aux situations. Donc c'est vrai que là, on a beaucoup décrié les groupes de niveau qui sont imposés en sixième et en cinquième, de travail en français et en mathématiques, mais ça pourrait être très bien, mais c'est toujours la même
question dans l'éducation nationale, c'est le temps et les moyens qu'on se donne pour y arriver. Donc, oui, moi, idéalement, ça serait avoir une classe plus allégée, même si nous, en REP+, par exemple, les grandes sections sont entre 12 et 15 élèves. Donc déjà, il y a ce qui a des effets. Et puis, le fait d'être... nous, en maternelle, on inclut des enfants. Donc, des enfants qui relèvent du handicap, souvent des autismes très forts, c'est très compliqué d'accueillir un enfant quand on a 23, 25, 28 élèves qui est autiste, quand au départ l'enfant n'a pas de notification de la maison de l'autonomie, ou il n'a pas d'aide pour l'accompagner dans les apprentissages. Et on a l'impression, voilà, on cherche déjà à préserver les autres, à assurer la sécurité de l'enfant, mais on n'a pas le sentiment de lui apporter ce qu'il faudrait. Parce qu'il n'y a pas de thérapeute, parce que les enfants ne sont pas encore pris en charge, il faut faire un travail auprès des familles pour accepter cet enfant différent. Et en maternelle, ça nous prend énormément de temps. Donc c'est vrai que ça pêche, je trouve. On a, on a une psychologue scolaire, par exemple, mais la psychologue scolaire, elle n'intervient jamais dans un réel suivi psychologique de l'enfant. Les Pourquoi? enfants ne sont pas accompagnés, mais parce que c'est pas leur mission. Si un enfant a besoin d'une psychologue, il va aller dans le privé. Là, la psychologue, elle vient, elle observe l'enfant, elle fait un bilan, surtout après, pour l'orienter ou pour donner des directives au réseau d'aide spécialisé qui va pouvoir intervenir auprès de l'enfant. Le réseau d'aide aussi, c'est portion congrue. Nous, au réseau maternel, on voit un petit peu des gens en grande section, alors que je trouve qu'il faudrait faire en amont. Doubler en grande section. On dédouble des classes en grande section, mais on accepte l'accueil des petits à 28-30 élèves. On peut faire entrer les enfants de petites sections dans la maîtrise de la langue à 30. Je Oui. comprends pas. Voilà, les enfants, ils sortent de la maison, ils sont 1, 2, 3, 4. De crèche, ils sont par groupe de 8. Et on les met dans la jungle. C'est violent, hein, pour les enfants. Oui. Mais surtout que, et ça, ce que ça a pour impact direct, c'est de les mettre dans une compétition, dans un environnement compétitif dès le départ. Une compétition, mais pourquoi? Pour obtenir de l'attention, pour arriver à sortir la tête de l'eau en faisant des choses correctes, en ayant des bons résultats scolaires, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que ce système qui favorise la compétition, on le retrouve finalement, il commence dès la maternelle avec ce que tu décris. Et ce que tu avais dit tout à l'heure, en parlant comment dire, de l'état d'esprit des enseignants, des personnes qui enseignent, eh bien, qu'est-ce qu'un enseignant si ce n'est un bon élève, en fait? L'archétype d'un bon élève qui a réussi à tirer son épingle du jeu de la compétition parce qu'il est resté dans le haut du classement, mais ça amène, en fait, à certains biais très, très importants. Et demander à quelqu'un qui a baigné dans un système de compétition et qui a adhéré, parce que justement, il faisait partie des meilleurs, de penser autrement que par la compétition, c'est pas évident. C'est pas évident. Et il y avait même des fois, je disais aux étudiants, je crois que ce qui peut m'aider avec vous, c'est que je suis un branleur dans l'âme. Donc, la notion de compétition, c'est pas quelque chose sur laquelle je suis très, très convaincu. Mais et tout ça, c'est des éléments. Mais bon, je me suis un peu égaré. Donc, tu as dit l'environnement idéal. Moins d'élèves, un peu plus de temps dédié à l'accompagnement et peut-être quelque chose qui me vient à l'esprit, qui m'est venu à l'esprit quand tu as parlé du tutorat par les pairs, par l'enfant, et que le risque qu'il y avait, c'était que l'enfant fasse à la place d'eux. Et donc là, ce qui m'est venu à l'esprit, c'était la posture d'accompagnement. Et est-ce que justement, dans l'environnement idéal, il n'y a pas en fait cette posture d'accompagnement qui serait fondamentale, mais que cette posture soit en fait quelque part enseignée aux enseignants? Et là, c'est peut-être une question à laquelle tu vas répondre, mais j'ai pas l'impression que cette posture d'accompagnement soit forcément enseignée et que tous les enseignants soient à l'aise avec ça, avec l'idée justement de marcher aux côtés d'eux, d'amener à l'autonomie sans faire à la place d'eux. Il y a plusieurs axes. Moi, je pense tout de suite à la coopération. Moi, j'ai travaillé quand j'étais en Normandie, je mettais en place une pédagogie Freinet, y compris en REP+. Donc, du coup, c'est vrai que là, on s'appuie beaucoup sur les pairs, sur rendre autonomes les élèves, les rendre
apprentissages sont plus au centre aussi des apprentissages. Donc, c'est vrai que certains enseignants ont un deuil à faire. Le deuil, notamment dans le second degré, de puissance, celui qui détient le savoir et qui va déverser sur ses élèves. Voilà, c'est lui qui sait. Donc, du coup, il y a ce pas de côté. Et puis, la coopération, c'est vrai que ça peut prendre du temps au départ, mais c'est un apprentissage qui doit se faire normalement, enfin petit. On vit en société. Normalement, on doit agir dans la société. Et c'est vrai que là, on a plutôt des individus qui sont juxtaposés. Alors, c'est vrai qu'en mathématiques, les enfants ne sont pas décentrés. Ils doivent apprendre justement à se décentrer. Il y a des élèves qui, naturellement, vont être là pour les autres. Et d'autres élèves ne le seront pas. C'est aussi une histoire d'éducation, comment on élève son enfant à la maison et ce qu'on lui donne à voir de sa place dans la société. Donc, c'est vrai que ça reste compliqué. Il y a énormément de choses à faire, à remettre en question parce que c'est... Après, c'est avec l'origine même de l'école. On a créé l'école déjà pour permettre aux femmes d'aller travailler, entre autres, pour aussi faire les citoyens de demain. Donc l'école doit façonner aussi les citoyens. Quand on parle de laïcité, quand on parle de... Moi, je n'arrive pas à comprendre que, par exemple, ce problème d'harcèlement prenne de plus en plus d'ampleur dans nos sociétés actuelles, parce qu'au contraire, on est plus éveillé, entre guillemets, que les siècles précédents. Et malgré tout, enfin, les travers sont beaucoup plus marqués. Alors, ce que tu dis là soulève un grand questionnement et surtout un grand paradoxe. Un grand paradoxe que l'on peut observer, je pense, à plusieurs strates ou sphères de notre société. Tu viens de le dire, on n'a jamais été on est dans une société qui n'a jamais été aussi, entre guillemets, cultivée. Ouais. Et je pourrais aussi te dire, on est dans une société où les progrès en matière médicale n'ont jamais été aussi poussés. Notre accès à la connaissance médicale n'a jamais été aussi poussé. Et en parallèle de ça, on n'a jamais été aussi sédentaire. On n'a jamais eu un taux d'obésité, un problème de surpoids aussi fort en France au XXIe siècle. Donc, cela pose en fait une première hypothèse, c'est que on a beau avoir la connaissance ne suffit pas à l'adoption de comportements adéquats, sous-tendu par la détention de la connaissance. Exemple tout bête et méchant, c'est pas parce que je sais qu'il est très important de faire du sport pour ma santé que je vais forcément en faire. Donc ça c'est un gros paradoxe. Et pour rebondir précisément sur ce que tu as dit, peut-être que cette question, ça c'est juste une hypothèse de ma part, que l'utilisation des réseaux, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, en tant qu'outil comment dire, qui véhicule énormément d'informations, peut-être que ces réseaux-là sont une source d'explication dans le sens où on est peut-être ultra cultivé, mais de par ces réseaux, en fait, on peut véhiculer autant de bonnes que de mauvaises informations. On peut favoriser autant de bons comportements que de comportements exécrables. Donc, sur cette hypothèse, je dirais qu'il y a des pistes d'explication sur ce paradoxe. Et pour en revenir ensuite à la solution, comment faire pour résoudre ce paradoxe, et dans le bon sens, eh bien, on en revient à ce que tu as dit, la nécessité, en fait, encore une fois, d'éduquer, de former le citoyen, mais ça demande du temps et de l'argent. Et vu que tu as dit toi-même que la politique éducative n'est pas, comment dire, à la dépense excessive, ben, forcément, ça va se jouer quelque part. Et ce qui m'amène enfin à peut-être l'avant-dernière question. Ne penses-tu pas, pour revenir à la démarche réflexive, que justement cette dernière n'a pas un rôle important à jouer dans la construction de la citoyenneté, du rapport de l'enfant à la citoyenneté? Moi j'ai envie de penser que oui, mais je serais curieux d'avoir ton avis. Enfin, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur les règles de l'école, les règles de vie ensemble, et forcément, on est amené à utiliser la réflexivité pour analyser les comportements et puis réfléchir dessus pour ensuite que les enfants puissent appréhender et mettre en œuvre les bons comportements. Donc, je pense que
c'est important, mais le travail avec les familles reste fondamental aussi. Nous, on se retrouve parfois à l'école à faire un travail qui n'était pas avant de notre ressort. À l'origine, on est là pour instruire les enfants et pas forcément les éduquer. Et c'est vrai que du coup, on a aussi, ça se rajoute. Si je pense par exemple aux réseaux sociaux, pour moi, c'est de l'ordre de l'éducation familiale. Je veux dire, à un moment donné, si on donne trop tôt un téléphone à son enfant, si on accepte pour qu'il soit intégré dans ces groupes d'amis qu'il adhère à certains réseaux sociaux, c'est la responsabilité des parents. Les enfants ne sont pas en capacité envers la facilité, ce qui va leur procurer du plaisir. À un moment donné, on ne peut pas laisser tout faire et c'est aux parents de mettre ces garde-fous, de donner aussi des bonnes habitudes, hein, autant de travail à la maison. Parce que c'est vrai que là, on dit oui, mais bon, il y a des enfants qui ne peuvent pas travailler à la maison, etc. Mais c'est vrai que si ça devient une norme ou quelque part quelque chose de normal, dans le rôle des parents, ça serait aussi un plus. Mais c'est vrai que souvent les parents, moi je vois surtout les dernières années, c'est les parents ne veulent pas être les méchants, entre guillemets. Ils ont l'impression que s'ils posent un cadre, ils vont plus être aimés par leur enfant ou ils vont passer pour des parents qui sont méchants. Alors que moi, je ne cesse de leur répéter qu'un enfant, il cherche un cadre, ça le rassure. Et c'est en posant un cadre rassurant, ça ne veut pas dire drastique, hein, mais l'enfant a des limites, il les connaît, ça va le rassurer. Un enfant qui n'a pas, il va déborder de plus en plus au final. Mm. Mm. Et il va essayer de trouver sa place dans la chaîne alimentaire par des façons qui sont pas forcément adaptées. Et, ouais. Et ce qui est, pour revenir ce lien avec les parents, ma mère m'avait déjà dit, et elle m'a dit, mais tu sais, Dylan, il y a des fois, j'ai eu l'impression qu'en tant qu'enseignante, on vient pallier à certaines défaillances des parents. Et elle me dit, bah, c'était mon positionnement personnel. Par contre, c'est pas quelque chose que je souhaite, parce qu'on est là pour travailler en coopération, et on n'est pas là en fait pour se substituer aux parents. Sauf que bah, malheureusement, toi en plus tu travailles en REP+, tu as dû être confronté à des situations familiales où justement bah, la présence parentale, je dis bien même ne serait-ce que présence, elle est presque, elle est presque invisible. Et pour avoir enseigné une fois en région parisienne, oui, j'avais été confronté à des situations assez compliquées, comme par exemple une lycéenne qui reste tout le temps au lycée parce qu'elle se faisait battre par ses parents. Il y avait des problématiques de mariage forcé à la fin du bac. Donc oui, bah, il y a plus, le rôle normal des parents n'est pas assuré. Quand je dis le rôle normal, c'est le rôle adapté pour développer une coopération pédagogique avec l'enseignant. Mais là, non. On se rend compte que on peut être entre guillemets seul en tant qu'enseignante, qu'il n'y a plus le relais des parents, le relais parental. Et à ce moment-là, c'est notre position personnelle. Est-ce qu'on accepte de laisser passer ça ou est-ce qu'on va essayer de s'investir? Et c'est là que je rebondirai sur ce que tu avais déjà dit, sur le fait de le choix du métier d'enseignant. Alors ça, c'est mon positionnement personnel, mais je dirais, on ne choisit pas de se planquer chez les Templiers. On ne choisit pas d'être Templier par convenance. Il y a un peu, moi, je vois vraiment, je me dis, mais prof, c'est un peu une profession de foi. Il faut avoir des putains de valeurs. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça que tu vas pas te faire des millions, d'une part. Tu vas pas changer le monde. Tu vas pas, en fait, à obtenir une reconnaissance sociale, symbolique, ultra développée, encore plus aujourd'hui, peut-être dans les années 30, ok. Donc, il faut que tu le fasses pour une raison qui t'est profondément propre. Il faut que quelque part que ça coule dans tes veines. Sinon, tu vas être triste. Parce que même si ça coule dans tes veines, bah, tu peux être amené à t'essouffler et à la fin, tu vas te remettre en question. Ça, c'est un peu la réflexion que je me suis faite. Je sais pas comment toi tu te situes, parce que tu as beaucoup plus d'expérience que Ah oui. moi. T'es d'accord avec Alors, ça? même si je suis pas née dans les années 30, mais, mais oui. Non, non, mais c'est vrai que moi, j'ai vu l'évolution aussi. Donc, ça devient un métier très compliqué, mais en même temps, ça reste un super métier. Moi, je pas enfin, plus enfin, forcément hein, de faire autre chose, mais ça me nourrit encore tout le temps. Donc, je veux dire, après, il faut. Parce qu'il y a il y a pas de recette magique. Ce qui est frustrant dans notre métier, c'est que justement, il n'y a pas de recette magique. S'il suffisait de dire, bah voilà, pour emmener tous les élèves au niveau de compétences, il suffit de faire ça et ça et ça serait facile. Mais c'est compliqué parce que même les élèves, ils ne sont pas au même niveau chacun. Et il y a des élèves qui viennent à l'école parce que déjà, bah, pour eux, c'est un refuge, comme tu disais tout à l'heure.
Et puis, ils sont peut-être pas en capacité, au sens où ils ont tellement d'autres problématiques que l'école, c'est pas leur priorité. Mm. Ouais, ouais, ouais. Et à tous les niveaux et à toutes les échelles. Et peut-être, alors là, c'est encore une fois un point de vue personnel. J'ai eu une prof de philo en terminale qui était remarquable. Et ce qui me faisait rire, c'est que, enfin, ce qui me faisait sourire, c'est qu'une fois, j'étais allé la revoir. Il y a quoi? Ah oui, maintenant 4 ans. Et j'étais en fac, je terminais mon cursus de fac. Et j'allais dans sa salle de cours, qui était la même depuis tout ce temps, et je vois un gars qui était dehors. Et il était devant la salle de cours, et je vois qu'il faisait un peu les 100 pas. Et je lui dis, tiens, alors, t'es avec la prof de philo? Il fait oui, oui. Et elle vire pas les lycéens d'habitude. C'est que t'as un problème, non? Et il me dit, ouais, 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 je lui ai dit, en fait, ma copine m'a largué, ça me rend complètement ouf. Et elle m'a dit, fallait que je prenne un peu de temps et qu'on en discuterait à la fin du cours. Et là, je me suis dit, ah, elle a gardé ces habitudes-là. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Ben, quand on est prof, on peut difficilement demander aux élèves de mettre de côté toutes leurs émotions et leurs états d'âme, puisque justement, on se construit en fait. On n'a pas cette capacité des machines à se mettre sur on-off. Ou alors, il faut un conditionnement très très particulier. Et c'est pas forcément quelque chose de souhaitable quand on est lycéen. Donc, donc c'est bien en fait de considérer l'étudiant ou le lycéen comme un être humain qui peut avoir ses moments d'égarement. Et parce que même nous, en fait, en tant qu'enseignants, si on projette ça sur le jeune, ça veut dire que on l'autorise aussi à nous projeter une vision humaine. Et quand je te dis ça, c'est que il m'est arrivé de donner des cours en fac et je leur ai demandé est-ce que ça s'est bien passé ou est-ce que vous pourriez considérer que on a passé un bon moment? Et ils m'ont dit ben oui, vous vous êtes intéressé à comment on allait. Personne fait ça, pas grand monde fait ça. Je leur dis mais pourtant c'est assez élémentaire. Mais en fait, il y a encore cette pratique du j'arrive, je viens donner un savoir, je suis missionné pour ça, et sans se rendre compte que donner un savoir, c'est s'interroger aussi sur les conditions de réceptivité ou de recevabilité. Et quand on parle de ces conditions de recevabilité, on parle de l'état psycho-émotionnel, enfin bref, comment l'étudiant se sent et quelles sont ses dispositions réelles à recevoir un message et à apprendre. Mais ça, encore une Ouais. fois, ça pose la question de la posture d'accompagnement sur laquelle on n'est pas tous au point et tous d'accord. Donc ça, c'est tout ce que tu me dis, ça m'a fait penser à tout ça. Donc oui, je suis d'accord avec toi, faut être d'attaque pour faire ce métier, mais j'ai envie d'être très très optimiste parce qu'il permet justement, j'ai l'impression qu'en faisant ce métier, on reçoit autant qu'on donne, voire même on reçoit souvent plus que ce que l'on donne. Et c'est ce que m'a dit un enseignant que j'aime beaucoup. Il m'a dit, Dylan, c'est simple, quand tu es prof, plus tu donnes, plus les étudiants trouveront de raison de te rendre quelque chose. Et Mhm. c'est ça qui nous fait tenir en fait, parce que c'est les interactions avec les enfants, avec les élèves, avec les étudiants, qui fait que c'est un peu une source de jouvence, quelque part. Et- Bah, c'est vrai que on fait aussi ce métier-là un petit peu pour ça aussi, parce que, enfin, je veux dire, inconsciemment, hein, on ne choisit pas le métier pour être sur le devant de la scène. Mais c'est vrai que ça participe à ça, parce que quand on fait quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on attend un retour, mais quand on a un retour positif et quand on voit qu'en face, il y a des sourires, que le cours est apprécié, qu'avec les parents ça se passe bien, que bah, forcément, c'est valorisant aussi pour nous. Oui, oh, complètement. Et ça donne du sens. Et ça peut aussi nourrir notre propre réflexivité, quelque part. Les étudiants, enfin les élèves peuvent être de très très bons miroirs et d'être de très bons accompagnateurs, malgré eux. En tout cas, Mm. j'ai envie de le croire personnellement. Donc, on arrive sur la fin de cet épisode. Je prends toujours l'habitude de laisser aux invités le mot de la fin et tu feras pas exception. Donc, je te laisse terminer comme tu veux. Tu partages ce que tu veux. Moi, ce que j'ai envie c'est une vision. Moi, j'ai toujours que je suis une grande naïve, hein, je reste une grande naïve.
Donc, j'ai envie justement de tendre vers cette vision de l'école qui accompagne les élèves à leur niveau et pas enfin, comme un troupeau, on va dire, qui se met à la mesure dans l'humain en partageant, en s'ouvrant et puis enfin, en restant humble. Voilà, oui, c'est ce que je dirais. Ben, c'est le plus important. Merci beaucoup, Caroline.